avec quelques minutes de retard, le live avec Christian Junod, le numéro 25. Julien Junod et Christian Junod sont en live. Attention, ça va faire des étincelles dans ton Instagram. Coucou Céline, coucou les divines. Je fais un peu de retard, je suis désolé. J'étais à la bourre sur mon planning, mais je suis bien là. Christian va arriver et on va parler moula. On va parler argent, croyances limitantes et tout. C'est un sujet très méga fucking brûlant pour vous, chers entrepreneurs. De toute façon, je fais monter Christian. Vous m'entendez bien? Faites des pouces. Bah non, vous êtes pas en vidéo. Dites-moi, enfin si, faites des pouces dans le chat. Alors Christian, vas-y. Yes. Salut Christian. Salut Julien. Tu vas bien? Ouais, je vais super bien. Je suis super content de te recevoir. Et désolé pour ce petit retard. Le temps c'est de l'argent, on va régler ça ensemble. Tout de suite dans le sujet, c'est clair. Non, mais l'argent, franchement. Mais merci déjà Christian d'être entré dans ma vie. Comment t'es arrivé? Par Lilou Massé. Le premier truc, je crois, c'était mon ex-compagne qui avait ton guide sur l'argent là, Lilou Massé. Et ensuite, j'ai plongé dans ton univers avec la série géniale sur Métamorphose, sur l'abondance, avec Anne Gecker. Incroyable série, je vous invite à écouter, il y a 6 épisodes, je crois. Ouais. Et c'était trop bien. Et là, j'ai vraiment plongé dans ton univers. Et puis, j'ai suivi ce que tu faisais comme contenu et tout. T'étais mis un petit peu sur mon Insta, puis c'était rigolo, le Junod, et Junod avec un D. À une lettre près, tu me faisais un procès. Donc, bien essayé de plagiat. Donc, du coup, il y avait une personne là, je crois que t'étais le fils de Christian Junod, ou je sais pas quand, on m'avait dit. Ouais, c'était rigolo. Bon, bref. Et du coup, moi, j'ai lu ton bouquin cet hiver, là, pendant le Noël, et ça m'a fait trop du bien. Et c'est un sujet tellement brûlant. Et c'est pour moi le sujet numéro 1 à traiter quand on est solopreneur. Et j'ai vraiment envie qu'on déroule ça. On voit un peu les questions qui vont venir. Si vous avez envie d'en poser, profitez, parce que Christian est là pour 45-50 minutes. On va voir, on va faire une petite heure grand max. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai écouté aussi ce matin un autre sujet sur l'argent de Rémi Tremblay. Ça te parle, ce Canadien? Ou pas du tout? Alors, attends. Ah, on a perdu Christian, oui. Christian va revenir. Ah oui, alors attends. J'ai pas vu. Merci Céline. Alors. Non. C'est bon, oui, ça y est, t'es revenu. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup, là, c'était terminé. Oui, alors, Rémi Tremblay est un ami, il a créé la Maison des Leaders au Québec, qui est vraiment un endroit très inspirant. Il va me faire intervenir 8 fois une journée au mois d'avril de cette année là-bas. Parce que quand il a lu mon livre, il connaît très bien Peter Koenig, et il a dit, waouh, il faut absolument qu'on fasse découvrir Christian et la relation à l'argent à mes leaders. Donc oui, je le connais, c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Incroyable. Je l'ai découvert il y a pas longtemps je sais pas, quelqu'un a mis ce nom dans un podcast, je vais l'écouter. J'adore. Et j'écoute le podcast La Maison des Leaders, justement. Et waouh. Et justement, il y avait je vous invite à écouter parce que sa voix, elle est passionnante à écouter. Elle est vraiment inspirante. Et puis, il est très intéressant. Et il disait, mais vraiment, entre l'argent et le sexe, l'argent est beaucoup plus tabou que le sexe. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement? Pourquoi ça? Écoute, je dirais, il y a une partie qui reste un peu du mystère, mais quand même, il y a quand même, je dirais, quelques restes. D'une part, il y a l'Église catholique qui a quand même mis en avant que c'était pas bien d'avoir de l'argent. Tu vois, on va pas aller au paradis sans de l'argent. Il faut payer sa place au paradis. Comme c'est de l'argent, il y a comme un prix à payer, une forme de punition pour aller au paradis. Il y avait comme cette idée de être pauvre est honorable, donc sous-entendu être riche ne l'est pas. Donc il y a quand même des restes de ça. Et puis je dirais qu'en France, vu que la France c'est encore plus tabou qu'ailleurs, pour moi il y a des restes de la révolution quand même. Et on a comme coupé des têtes à des gens qui étaient riches, et on a voulu leur faire payer le prix de leur richesse. Et c'est pour ça qu'en France j'entends régulièrement vivons heureux, vivons cachés, que je n'entends pas ailleurs. Donc ça montre aussi qu'à ce truc-là, si on montre, tu vois, je trouve qu'en France, si tu gagnes de l'argent en faisant du business, c'est automatiquement douteux. Tu vois, il y a un truc qui va forcément gagner son argent sur le dos des autres, c'est sur notre dos. Dans l'art, dans le sport, ça passe en général. Mais là, il y a un truc vraiment qui est très fort. Et c'est pour ça que j'expliquais dans mon livre Ce que l'argent dit de vous, que il semblerait qu'en Angleterre et en France, on achète autant de Rolls-Royce dans un pays que dans l'autre. En Angleterre, on roule avec, en France, on les laisse dans le garage. Ah mais c'est tellement juste et c'est vraiment ça et merci parce que c'est vrai que le côté du reste de la révolution, ouais, ça doit teinter de ouf, on est vraiment là-dessus et il y a vraiment le côté merde, je gagne de l'argent, j'en ai honte parce que soit je l'ai volé, soit même moi des moments je me dis mais attends, avec tes offres, avec tes trucs, il y a un côté genre
moi j'ai l'impression d'arnaquer et tout. Puis j'ai vu il y a pas longtemps, il y a la série là sur tapis. C'était super intéressant, ce qui a l'impression que, oh là là, mais c'est ce personnage grandiloquent, mais qui fait de l'argent, mais en même temps qui a pas l'air sympa et qui ment et qui manipule et tout ça, tu vois. Il y a ce truc-là, on a vraiment l'entrepreneuriat en France qui est, ouais, voilà, on a une image assez difficile, quoi. Mais si tu veux, je sais pas si tu te souviens, tu as vu cette citation de Coluche. Coluche avait tout compris, beaucoup d'avance sur tout le monde, je trouve. Et il disait, en France, c'est bien connu, les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils. Et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. donc, donc, autrement dit, c'est pas bien dans l'argent d'être des méchants, mais secrètement, j'ai envie d'être ça. On n'ose pas avouer. Et souvent, je rigole en disant, mais qui ose dire autour de la table, ah, mais j'aime l'argent, mais qu'est-ce que j'aime l'argent? Je disais, ça peut avant Noël, je disais, essayez à la fête de Noël de dire ça à table, vous allez voir l'impact assuré. Mon fils a vendu son âme au diable, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Donc, ça, c'est comme c'est pas avouable, et pourtant, mon mentor Peter Koenig disait, on peut pas avoir une relation saine à l'argent si on n'aime pas l'argent. Parce qu'on peut aimer l'argent pour ce à quoi il sert, comme je peux aimer mon ordinateur à quoi il me sert, et Dieu sait s'il est précieux, mais il y a vraiment une nuance, mais importante entre aimer l'argent et être attaché à l'argent. Ouais. J'aime mon ordinateur pour ce qu'il m'aide à faire, mais je suis pas attaché du tout à mon ordinateur, tu vois. Comme je peux aimer l'argent, mais je suis pas attaché à l'argent, dans le sens qu'on s'y accroche. Parce que dès qu'on est attachement, il y a inévitablement des peurs. C'est clair. J'aime bien ce que tu dis. C'est pas le problème, c'est pas l'argent, c'est la relation à l'argent. Qu'est-ce que moi, face à l'argent, comment je réagis, comment j'agis? Et j'ai vu la différence entre Julien salarié et intermittent du spectacle. Je le sais dans les films d'animation, un peu différent, mais quand même. Et Julien entrepreneur, quoi. Genre, c'est moi qui contrôle les choses et tout. Enfin, j'ai une vraie action sur ce qui peut arriver et ce qui peut ne pas circuler, justement. Est-ce que tu peux parler un peu de l'argent et de l'entrepreneur et en particulier du solopreneur? Oui. Alors, c'est vrai que dans ma clientèle, je dirais, j'ai énormément d'entrepreneurs, de travailleurs indépendants parce que tu as été salarié, j'ai été salarié. Il y a tout à coup une vraie différence entre le moment où tu fais ton travail plus ou moins bien ou avec engagement et chaque fin de mois, tu sais qu'il y a un certain montant qui tombe sur ton compte. La question ne se pose pas en principe. Et tout à coup, tu deviens indépendant, solopreneur, et tu dois commencer à générer de l'argent par toi-même. Mais ce qui est important de voir, c'est que quand on devient indépendant, solopreneur, j'ai beaucoup de coachs, thérapeutes et tous ces métiers d'accompagnement. Au départ, ce qu'on choisit, c'est un cœur de métier, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qu'on aime faire. Et les questions d'argent, c'est le truc qu'on se coltine, mais qu'on n'a pas choisi, en quelque sorte, tu vois. C'est vraiment tout l'administratif, les questions, de fixer des prix, de demander de l'argent, de tirer une comptabilité. Donc là, tout à coup, ça devient la corvée, ça devient un truc lourd, le truc qui te bouffe de l'énergie. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que les gens, au moins de se lancer, qui s'occupent tout de suite de leur relation à l'argent, parce que j'ai trop de personnes qui viennent me voir après 5 ans, 10 ans de galère, et quelle souffrance, quel épuisement, qui arrêtent un métier de cœur, juste parce que parfois ils ont des croyances limitantes, ils ont un regard sur l'argent qui est biaisé, et qui n'est pas aidant, en tout cas pas soutenant, pour leur activité. Effectivement, et c'est ça pour moi du coup, une fois qu'on a cet élan de cœur, qu'on se lance, on a notre chômage, on a un peu du temps devant soi, c'est cool, donc on voit pas forcément tout de suite la pression, puis à un moment ça arrive et on voit que ça rentre pas, puis on fait pas forcément les bonnes actions, puis si tout notre corps dit non à l'argent, moi j'avais aussi ce truc-là, il y avait une côté de moi, j'ai dit je comprends pas, à un moment j'adore ce que je fais, mais j'ai pas d'argent qui vient, comment ça se fait quoi? Et j'avais vraiment ce truc-là et je suis allé voir des croyances et je suis aussi beaucoup accompagné dans l'invisible et un médium qui m'a dit, ah bah toi c'est simple, tout l'argent tu le fuis, tu le veux pas quoi. L'argent t'en veux surtout pas, c'est sale, c'est pas bien pour toi. C'est le pouvoir, c'est la manipulation, tu vois, c'était super intéressant juste de dire ça m'a fait un oh. Et donc du coup, ça c'est quoi le premier truc que les personnes vont te dire, surtout en tant que solopreneur, la plus grande croyance Alors, que tu as en problème? Je dirais peut-être pas la plus grande croyance, mais la plus grande difficulté, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, elle touche à peu près les 3/4 des personnes que j'ai en atelier, et y compris les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui n'en manquent pas. Tu sais, même dans mon ancien métier de banquier, mes clients millionnaires et multimillionnaires, pour certains, avaient peur de manquer. Donc, c'est que le temps, j'ai vraiment compris que la peur de manquer n'avait rien à voir avec une réalité financière. Ça se passait à un autre endroit et qu'il n'y aurait jamais assez d'argent pour combler cette peur-là. Ouais. Donc ça, c'est important de le voir parce que si tu veux, moi j'ai eu cette peur de manquer pendant une dizaine d'années, j'étais extrêmement bien payé, j'avais des économies, j'avais zéro problème d'argent. D'ailleurs, généralement, on a rarement des problèmes d'argent. Enfin, l'argent, c'est la partie visible d'un problème intérieur, si tu veux. Très souvent, tu vois, c'est comme si, je peux avoir des relations difficiles avec des personnes, mais est-ce que le problème, c'est les personnes ou c'est quelque chose chez moi qui fait que, pour l'instant, dans tous les cas, j'attire ce genre de situation. Donc ça, c'est vraiment important d'aller voir ça parce que
quand on a peur de manquer, ça veut dire que toute une série de nos actions sont basées là-dessus. Déjà, quand on vibre la peur, on le sait tous, si on vibre la peur, c'est pas une bonne énergie, c'est tout l'inverse de l'enthousiasme, de la joie, la peur. Donc, on va voir petit, on va pas prendre de risques, on va acheter bon marché même s'il n'y a pas de qualité, on va pas investir en soi parfois alors que ce serait nécessaire, ou dans un appareil, ou de machine ou autre qui serait bon pour notre projet, enfin, ou se faire plaisir, enfin, ce genre de choses-là. Donc, il y a toute une série d'actions basées sur la peur qui auront des conséquences qui seront ce qu'elles sont, mais qui sont pas au service de nos projets. C'est pour ça que, au fond, dans les accompagnements que je fais, beaucoup de gens me disent vraiment la grosse différence, c'est que j'ai gagné en sérénité. Parce que c'est super d'augmenter son chiffre d'affaires et tout le monde, la plupart d'entre nous, on a envie, mais si tu augmentes ton chiffre d'affaires et que tu ne diminues pas tes peurs, ta vie, quelque part, elle va pas être très différente. Il y a la peur sera encore beaucoup trop présente. Donc, la sérénité, la tranquillité d'esprit, ça fait une réelle différence dans nos vies. Et évidemment, c'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà un bon point de départ. Ouais. Et je suis serein avec ou sans argent. Je suis en sécurité avec ou sans argent. C'est d'aller écouter ça et t'en parles dans ton livre, c'est super. Et il y a ce truc j'aime bien les phrases d'ailleurs, les formulations que tu fais aussi. C'est aussi simple que ça par moment. C'est de regarder, de voir où ça a éclairé quelque chose en nous et de formuler à haute voix et de le dire. Alors c'est vrai, c'est Peter Koenig qui a développé ce processus de phrases sur les polarités et travailler sur les deux côtés de la pièce, côté pile et côté face, c'est extrêmement puissant parce qu'au fond, et particulièrement quand on parle d'argent, il y a tellement de parts de nous que nous rejetons que nous ne voulons pas être vus comme ça, qu'on ne veut pas voir en nous, alors que si on se met dans une forme, pour moi, de spiritualité que j'accueille pleinement, qui est la notion d'unité, l'unité, par définition, c'est tout, quoi. C'est pas on fait le tri, il y a des parts que je rejette, puis des parts que j'accepte. Donc, si on veut être dans l'unité, ça veut dire qu'on a à accueillir toutes les parties de nous, c'est-à-dire autant l'honnête que le malhonnête, que le juste que l'injuste, que l'honnête et le voleur, le radin et le généreux, enfin, tu vois. Et à un moment donné, c'est pour ça que je dis souvent, mon activité aujourd'hui, c'est, comme conséquence, c'est ça que les gens apprennent à mieux et plus s'aimer, et plus j'apprends à m'aimer, moins j'ai de raisons de me limiter, de voir petit, etc. Parce que et ça ne viendrait pas à l'idée, si j'aime mes enfants, de leur dire ne fais pas trop, on va pas trop grand, fais ci, on va pas les limiter, au contraire, on va les encourager. Donc, plus j'accueille de parties de moi, plus je suis complet, plus je suis en paix avec moi-même, et plus ma vie va être plus facile, si tu veux. Donc, c'est vrai qu'à première vue, ça va pas de soi que le mental a de la peine à comprendre que d'accueillir le voleur, l'injuste, l'imposteur, l'illégitime ou le profiteur, que ça va nous libérer de tellement de choses. Parce qu'à première vue, on dit ça fait Burke. Et pourtant, toutes ces parts de nous, ce sont des parts qui nous empêchent de fixer des prix qui honorent ce que nous faisons. Exactement. Et moi, j'avais vécu ce truc-là, début d'année dernière, où j'ai eu une période où j'ai tout coupé. Je voulais me lancer juste dans un format économique qui marchait pas de ouf sur mon podcast Bienvenue dans le Monde 2. Je comptais sur plein d'audience, sauf qu'il fallait la faire grandir et vendre des abonnements à petit prix. Et il y avait ce truc où j'ai traversé un moment, plus d'argent, ça galère, et j'avais la honte, en fait, d'aller en demander à mes parents. Parce que pour moi, c'était synonyme d'échec. Je voulais absolument pas retourner dans un salariat. De toute façon, j'avais redemandé des propositions, rien ne venait. La vie me laissait bien vivre ce truc-là. Et d'accepter à un moment, tant pis, puis je vais accepter cette part de moi qui a honte, en fait, d'être aidé, mais c'est ok, parce qu'il y a plein de solutions qui s'offrent à soi. Le but, c'est de continuer la direction de mon entreprise. J'ai des parents, merci la vie. Je suis pas, oui, j'ai de la chance et c'est trop cool. Sinon, je peux faire un prêt, sinon je peux trouver d'autres choses. Et oui, le salariat, machin. Mais cette position facile qui était accessible à moi et qui suffisait de demander, je l'ai mis de côté et j'ai pas voulu vraiment l'avoir ou par petits bouts, tu vois. Alors que j'aurais pu leur dire, vous êtes mes investisseurs. Voilà, je veux tant d'argent, je vous propose ce lissage, ce machin. Parce que moi, ce qui est important, c'est de développer mon activité, que ça prend du temps, qu'aujourd'hui, je me cherche encore. Oui, et ce que tu dis là, c'est très important. Parce qu'au fond, c'est vraiment être capable de différencier, au fond, la partie de toi qui voulait pas, c'est ton ego. Oui. C'est ton ego blessé, qui dit, non, de quoi je vais avoir l'air. Tu sais, la peur du regard des autres, c'est la plus grande prison que nous avons tous, à mon avis. Et si tu veux, c'est l'ego blessé qui veut ça. Mais au contraire, si à un autre niveau, on peut se dire, mais quelle chance, quel bonheur d'avoir une solution qui se présente sous forme de parents qui sont tout contents de contribuer à mon projet. Et surtout, parce que je vois souvent cette histoire-là, des gens qui disent, j'ai un projet, je vais faire une ONG, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je le ferai quand j'aurai suffisamment d'argent. Je dis stop. Qu'est-ce qui compte? C'est ton projet ou c'est que l'argent vienne par toi? Si c'est de l'argent doit venir par toi, ça c'est de l'ego, c'est tes peurs. Mais si ton projet est important, c'est égal d'où vient l'argent. Ce qui compte, c'est que ton projet existe. Alors que je dis c'est égal,
L'idée, c'était pas que l'argent vienne de la mafia, t'as donc. Mais si tu veux, à un moment donné, si je prends un exemple, si je veux amener l'éducation dans un pays pauvre où la manger pour les enfants n'ont pas à manger, c'est quoi le plus important? C'est que ces gens-là aient de l'éducation et à manger, ou c'est que l'argent vienne de moi? Ça n'a pas de sens. Si je dis l'argent vient de moi, ton projet, c'est de la foutaise, excuse-moi. Parce que ce que tu veux, c'est pas ça, tu vois. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, ce qui compte le plus, c'est qu'on puisse amener ce qui nous tient à cœur. C'est très juste ça. Si l'argent vient, ouais, non, il faut que ça vienne de moi. Bah oui, c'est clairement l'ego que t'es en train de nourrir et ton projet, tes valeurs, en fait, finalement, tu t'en fous. T'as envie que ça soit effectivement ce truc que t'as créé par toi. Et ça, c'est hyper important. Et j'avais une question aussi d'une personne, David, qui me demande quelle action tu recommandes pour diminuer la peur du manque. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr. Alors, déjà, la peur du manque, c'est important de voir que ça vient toujours par une pensée. C'est-à-dire qu'il y a, je prends un exemple, je vais à la boîte aux lettres, je vois qu'il y a une facture, et au moment où j'ouvre la facture, il y a une pensée qui est, oh là là, de l'argent qui fout le camp, est-ce que j'aurai de l'argent, assez d'argent, ci ou ça, tu vois. Et la pensée génère la peur, si tu veux. C'est pas parce que aller à la boîte aux lettres pour une facture, c'est quelque chose de neutre. Mais c'est l'histoire que je me raconte qui crée la peur. Et c'est important d'arriver à observer les histoires qu'on se raconte parce que c'est important, c'est que moi j'ai très très peur de manquer et je serais un menteur de dire que ça n'existe plus jamais. Simplement, ce que je vois, c'est que c'est de plus en plus rare, vraiment très rare aujourd'hui et surtout je repère très vite, tu vois, de l'histoire que je me suis racontée et je peux tout de suite revenir à l'instant présent parce que c'est important, revenir à l'instant présent. Je peux vous garantir que en ce moment, il y a personne qui nous écoute. Là, je connais 47. Il y a personne qui nous écoute, à qui il manque de l'argent, là, à l'instant. Il ne vous manque pas d'argent pour nous écouter là maintenant. Peut-être qu'il vous manquera de l'argent, peut-être à la fin du mois pour vos paiements. C'est possible. Mais juste là, il vous manque pas d'argent pour nous écouter. Donc, c'est important que tu en reviens au moment présent, de respirer un bon coup, de dire, OK, est-ce que là, tout de suite, juste à la seconde qui suit, j'ai réellement un problème? Non, je n'ai pas de problème, mais la plupart du temps, on n'a pas de problème. Et même si je n'arrive pas à payer une facture de mon loyer, tout ça, c'est encore important de dire, OK, c'est très souvent ce que font les gens quand ont des problèmes, des situations financières difficiles, c'est qu'ils se cachent. C'est la pire chose à faire. Déjà, il n'y a pas de honte à avoir. Nous ne sommes pas notre situation financière. J'insiste, nous ne sommes pas notre situation financière. Notre situation financière ne dit rien de notre générosité, de notre ouverture du cœur, ça dit rien de tout ça. Ça dit juste que financièrement, c'est compliqué pour l'instant, peut-être. Donc, la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que dans ces moments-là, soyez proactifs. Ouais. Allez, effectivement, vers les personnes à qui vous devez de l'argent. Expliquez en toute humilité, voilà ce qui se passe dans la problématique. J'ai vraiment envie d'honorer ce que j'aimerais, mais là, je peux pas. Quelle solution on peut trouver? Et je peux te garantir que les gens sont beaucoup plus ouverts quand il y a cette ouverture-là de dire j'ai envie de trouver une solution que si on ne répond pas au courriel. À un moment, on dit, on va te le faire payer, quoi. J'ai pas envie de te courir après, tu me dois de l'argent, tu vois. Donc et vraiment les gens qui le font me disent, waouh, j'ai des accueils incroyables. Là où je me cache honteusement, d'un coup, je suis accueilli. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde sera content, mais c'est-à-dire que globalement, il y a un bien meilleur accueil comme ça. C'est clair. C'est marrant, parce que quand tu parlais de lettres, des fois, je vois des lettres, je me dis, oh tiens, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Tu sais, il y a ce truc-là. Mais maintenant, si c'était dans un coin de ma tête, ça ne change rien, c'est pas parce que je l'ouvre là. Tu as tout à fait raison. Ouais, genre sous le tapis, mais il y a la taille est grande. Et en fait, maintenant, j'ai comme toi, je reviens vite. Et surtout, j'ai remarqué, et aussi dans cette période où c'était des galères et tout, l'argent qui sort finit toujours par rentrer. Il y a quelque chose où j'ai vu, en fait, c'est fluide, ça circule. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et étant à mon compte, j'ai pas de cap, de trucs qui peuvent m'empêcher d'avoir l'argent. Je peux créer une offre, je peux la faire circuler. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais des possibilités d'action concrètes. Je voyais des opportunités. J'avais vu ma valeur et des sujets que je pouvais transmettre. J'ai un média, j'ai un canal, j'ai plein de choses. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Et en fait, du coup, ça m'a beaucoup apaisé. Je sais que ça circule, quoi. Il y a un truc, tu vois, qui s'est ouvert en moi. Mais il y a un moment, je me dis, bah ouais, si ça sort, mais ça va pas rentrer. Donc, j'envoie quoi? Le manque. J'envoie l'énergie de peur, l'énergie que, si je l'envoie, j'ai rien d'autre qui va rentrer. Et il y a ce truc que j'ai remarqué aussi, et avec ton bouquin, ça m'a fait une lumière. Je me suis dit, mais par contre, l'argent rentre et sort, mais il reste pas. Tu sais, tu parlais d'écureuils et tout ça. Mais je me dis, c'est marrant parce que j'en mets jamais quand même un petit peu à côté où j'investis un peu, tu sais, dans des endroits crypto compagnie. Et en fait, j'ai relié ça, j'ai fait l'écriture intuitive avec le fait que c'était ma maman qui gérait l'argent, beaucoup, qui m'a appris à faire des chèques, qui m'a donné de l'argent, qui gérait le budget quand j'étais en études et sur le compte en banque et je rendais des comptes avec elle. Et pour moi, il y avait l'idée, si l'argent est sur mon compte, c'est l'emprise de ma maman. Je veux pas qu'il reste. Je le fais circuler. Ouais, et là, ça m'a fait un genre, oh putain. C'était super intéressant, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, moi, je prenais un exemple. Il y a des personnes,
jeunes, qu'ils avaient économisé de l'argent, où les parents leur ont piqué l'argent pour payer des factures, des machins, des trucs, tu vois, sans rien leur demander. Et je les revois 20, 30 ans plus tard qui n'ont jamais d'économie parce que dans leur esprit, c'est toujours resté gravé. Si j'ai d'argent, on va me le piquer. Donc ne pas avoir d'argent, soit je le dépense tout de suite, tu vois. Donc c'est pour ça que il y a tellement d'inconscient dans nos comportements avec l'argent que c'est important de voir un peu de quelle histoire à l'image de ce que tu partages là, tu vois. Et c'est vraiment important de voir que nos comportements, ils ne tombent pas du ciel. Il y a bien une raison derrière, il y a une forme de logique absolue derrière, mais on peut changer l'histoire, on peut changer la logique, que ce soit à notre service plutôt qu'on subisse quelque chose. Tout à fait. Et donc toi, pour changer l'histoire, moi, ce que je fais, je formule ou j'inverse la croyance ou je viens le formuler. Tu conseilles quoi justement quand on spot un truc comme ça en soi, une croyance qui nous limite? Comment on la libère? Alors, je dirais qu'il y a deux, trois choses. La première, c'est que de voir peut-être aussi de quelle histoire familiale je viens, je pense que c'est intéressant parce qu'on est souvent prisonnier de loyauté familiale et si je viens de l'histoire familiale où des personnes étaient dans une forme de misère financière, de difficulté financière, souvent on s'autorise pas à faire vraiment mieux, tu vois, on s'autorise peut-être à faire un tout petit peu mieux, c'est comme acceptable, mais faire beaucoup mieux, il y a comme sortir du clan et on a encore humainement, on a encore ça dans nos cellules, sortir du clan c'est dangereux, tu vois, ou être exclu du clan, banni du clan, c'est même la mort parfois. Donc on a ce genre de choses de voir d'où je viens et est-ce que mon histoire familiale, elle m'amène, elle est porteuse pour moi, ou au contraire, il y a des freins. Parce que soit je viens de famille désargentée, je m'autorise pas vraiment à faire mieux parce qu'on est une sorte de croyance inconsciente, mais qui était dite ou non dit que l'argent c'est pas pour nous, il n'y a pas de droit. Et parfois, il y a aussi des exemples, une ou l'autre personne qui a réussi, je dirais être réussi financièrement parlant, et qui en même temps se retrouve avec peut-être ça a eu été malade, a eu un accident, s'est mal comporté, tu vois, on l'a tout piqué. Parfois, j'ai même des personnes on a attaqué, voire tué des personnes qui avaient de l'argent. Tu vois, les traces que ça peut laisser dans les gènes, de dire, waouh, dans de l'argent, c'est dangereux, ou dans de l'argent, on va mal se comporter. Donc, inconsciemment, on va se limiter. Donc, ça veut dire comment on peut s'autoriser à être déloyal à certains comportements, à certaines situations qu'on attire, et à être loyal à d'autres choses. On va faire son marché. Le problème avant, c'est qu'on prend tout le paquet. On est loyal à tout le paquet, au bon ou moins bon. Tu vois, dans ma ligne des hommes, ils sont tous fait faillite, ceux qui sont mis à leur compte. Donc, je suis le premier à le voir et le premier à traiter ça. Je suis pas meilleur que juste le premier à le voir. Donc, ça, tu vois, j'ai pas envie d'être loyal, en fait, de faire faillite, d'avoir à payer le prix d'un peu de réussite et tu retombes à zéro, c'est douloureux, etc. Donc, ça, mais par contre, le côté entrepreneur, le côté foncièrement honnête de ces gens-là, je le garde précieusement. Et tu vois, donc on dit qu'est-ce qui me porte et que je garde précieusement, que je chéris et que moi-même je vais transmettre à mon tour, et qu'est-ce que je laisse de côté. Être déloyal, c'est pas du désamour, c'est pas du rejet, c'est une autorisation à faire autrement. J'avais adoré dans ton bouquin quand tu disais ça justement. Être déloyal, c'est juste je vous montre un autre chemin. Je propose quelque chose de différent. Peut-être que vous avez toujours voulu faire peut-être du business comme ça, ou que vous avez dit que le business est mort, ou que l'argent machin. Moi, je vous propose autre chose, mais je suis quand même en lien du cœur avec vous, mais j'ai pas votre schéma toxique et je l'ai éclairé, quoi. Donc, Ouais, et puis je dirais, c'est même pas forcément un schéma toxique, parce que c'est déjà un peu dur, ou juger, il s'agit pas de juger qui que ce soit. okay. Parce que tu vois, à un moment donné, je prends un exemple, parce qu'il y a beaucoup de peur et on a tous choisi de rester salarié ou fonctionnaire, parce que c'est la solution, entre guillemets, de survie, mais pas de plaisir. Mais je prends l'exemple de mon épouse, qui s'est mise à son compte à 56 ans, je crois. Elle était 32 cousins, cousines, zéro indépendant. Mais zéro, c'est comme incroyable, tu vois. Donc, je t'explique que elle, c'est comme si elle partait dans la jungle avec la machette, qu'elle était un chemin nouveau. Donc, c'est venu la chercher très fort parce qu'elle a une sorte de d'égrégore énergétique familial de peur, tu vois, qu'elle devait aller contre. Alors que moi, j'avais une lignée d'entrepreneurs, peut-être pas qui réussissaient, mais en tout cas, qui était comme dans l'esprit entrepreneur. Donc, j'avais comme un chemin tracé. Donc, on part pas du même endroit. Et c'est important de le voir et encore une fois, de faire son chemin qui nous semble juste. Et t'as raison, c'est pas toxique, c'est juste une solution. Quand on le voit avec l'amour plus grand, c'est une solution de survie, d'adaptation, et il y a aucun jugement à avoir ça. Et effectivement, on va regarder. Donc toi, tu proposes de s'autoriser donc à voir qu'est-ce qui est à suivre et qu'est-ce que je vais garder de loyal dans ma famille, dans mes schémas familiaux, et qu'est-ce que je ne vais pas suivre parce que je vais proposer un autre chemin, mais j'en suis pas pour autant en dehors de cette famille et je vais pas mourir en sortant de ce clan. J'en fais quand même. Tout à fait. Super intéressant. Merci Christian. Alors j'ai vu plein de questions passer, je vais en montrer un petit peu. J'en ai vu aussi, mais j'ai pas le temps de les lire. Ouais, non, mais c'est clair. Merci en tout cas pour votre enthousiasme.
Comment ne pas avoir peur de manquer si on souhaite quitter un salariat sans chômage et développer son activité avec peu d'économie? Car si je continue avec les deux, je vais finir en burn-out. Alors, déjà, effectivement, je comprends qu'on a envie de changer quand on est dans cette situation-là. En général, quand on va finir en burn-out, déjà, c'est souvent qu'on n'arrive pas à mettre ses propres limites. Soit qu'on veut en faire trop, ou être trop perfectionniste, on n'ose pas dire non. Et à un moment donné, je dis toujours, j'ai comme vécu 25 ans dans l'entreprise, je n'ai jamais vu personne qui mettait des limites à notre place. Les autres mettent pas de limites à notre place. Il y a que nous qui pourrons le faire. Donc déjà, le respect de soi, c'est d'arriver à mettre des limites un peu différentes, même si ça déplaît. Dernièrement, j'ai fait une vidéo, je crois d'ailleurs, j'ai fait un live sur Insta où je parlais de s'autoriser à décevoir. C'est une grande porte vers la liberté, parce que tant qu'on veut pas décevoir, on s'adapte aux autres et on s'oublie au passage. Donc, la première chose, c'est que pour une personne, si vraiment la personne a peur de manquer, moi je dirais, occupez-vous de votre peur de manquer avant de vous lancer dans votre projet, parce qu'avoir un projet, avoir peur de manquer en permanence, c'est l'angoisse, on dort pas la nuit, machin, on peut les faire des choses en parallèle. Et parfois un projet, on n'est pas obligé de se lancer, c'est pas toujours le saut dans le vide. On peut choisir effectivement de tout lâcher et de partir sur autre chose parce que je me sens prêt, et c'est ok. Moi, c'est ce que j'ai fait suite au licenciement que j'avais eu en 2009 suite à la crise subprime. Mais pour d'autres personnes, peut-être ça peut se faire étape par étape. Peut-être que je peux gagner un 20% et commencer à monter un projet tout en gardant quelque chose d'autre. Donc, faites le juste rythme pour vous. Il ne s'agit pas d'être un kamikaze, mais c'est simplement, moi, intérieurement, j'étais prêt à ce moment-là, alors que 2-4 ans après, je n'étais pas prêt. Ce licenciement, c'était un cadeau de la vie pour moi, et vraiment, j'avais une sorte de certitude que ça allait marcher, même si j'aurais jamais imaginé que ça marcherait aussi bien, Ouais. mais une sorte de tranquillité d'esprit, parce que ma peur de manquer avait fortement diminué, et que je m'étais occupé, justement, pour sortir de sa peur de manquer à des meilleurs moyens. Je sais pas si on arrive à voir, je vais te montrer un petit dessin que j'aime beaucoup, que j'ai changé mon bureau de place. Hop, je sais pas. Alors, on le voit. Et presque, ouais. Ah yes. Tu vois, je sais pas là. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Sortir du cadre, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, chaque fois que je fais des pas hors de ma zone de connu, je suis en train d'accueillir un peu une forme d'insécurité, d'avoir moins peur d'insécurité, d'élargir ma zone de jeu. On peut pas mener un projet en restant dans ce cadre-là, mener un projet vouloir mener quelque chose de grand si on est dans un petit cadre. À un moment donné, on doit faire des pas les uns après les autres. Ça peut pas être de grands pas, plein de petits pas qui font que je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Je vais dire des choses à mon chef, je disais pas, ou peut-être je vais me positionner autrement. Il y a tellement de choses qu'on peut faire différemment, mais de petits pas, parce que quand on donne trop grands pas, souvent on se brûle, et finalement on fait qu'élargir la zone de jeu. C'est jamais terminé. Ouais. À un certain niveau de succès, on prend plus de risques financiers, on engage du monde, etc. Et c'est de nouveau des pas qui nous font sortir de notre zone de connu, nos zones de référence. On appelle pour ça tort, à mon avis, zone de confort, mais c'est la zone de connu pour moi. Ouais, t'as tout à fait raison. La zone de connu, j'ai bien agrandir la zone de jeu. Ça me fait penser aussi à Laura Nathalie, que j'aime beaucoup, qui est vraiment dans ce grand jeu humain. Et il y a cette idée du petit pas. Oui, ça peut être, je me mets à 80%, je me mets à 50%. J'agrandis un peu plus si j'ai trop peur. Moi, c'est vrai que d'un coup, alors j'avais l'intermittence du spectacle. Et j'avais juste, moi, c'est mon énergie du Capricorne, c'est ce feu aussi là. Je pouvais pas, moi, j'ai tout quitté, j'y suis allé. Je dois faire des ateliers radio. J'ai commencé là-dessus. J'avais pas du tout idée de comment ça allait naître. Mais effectivement, avec le passé, mon père était un entrepreneur. Donc, j'avais aussi ce truc-là et c'est parti. Et en fait, j'ai adoré parce que ça m'a mis en énergie. Ça m'a permis de bouger. Un peu comme on dit souvent, brûler les bateaux. Vas-y, il y a qu'une direction. Et ben, on va trouver des solutions. C'est très excitant. Pour des personnes, ça peut être très difficile et limitant. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut se connaître aussi et ne pas être trop brusque. On a chacun nos situations, qu'elles soient familiales et autres aussi. Mais si tu veux, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, ce que j'ai vraiment vu, c'est que dès que je me suis mis en action, ça donne de l'énergie. Oui, se mettre en action, je peux être salarié, me mettre en action, préparer mon projet, je fais des choses, je vais suivre des cours, je me mets en action, et ça donne de l'énergie. Ce qui coupe de l'énergie, c'est de rester figé, de ne rien faire. Ça nous bouffe de l'énergie, et c'est pour ça que c'est vraiment important. Se mettre en action, ça prendra le temps que ça prendra, mais je me mets en chemin, et ce chemin-là, il est bon. C'est clair. Et moi, l'action, c'est vraiment la solution. Je vois, c'est le mouvement, se mettre en vie et ça vient. C'est le mood the follows action. Oui. J'aime bien des requins. C'est ce truc-là. Mon énergie, elle change. Mon état émotionnel change. Et même, j'ai pas envie d'aller marcher. J'ai la flemme. Je me bouge. Ça y est, ça se remet en mouvement et je suis content. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai culpabilisé en voyant que tu fais tes 7000 pas et que tu tiens depuis 60 jours. Je me suis mis ce challenge et j'ai pas réussi à le tenir encore, mais je m'accueille. Peut-être commencer plus bas, tu vois. Moi, j'étais déjà sportif au départ, tu vois. Trop souvent, les gens commencent trop haut. Et il y a déjà le
cerveau, ça génère du stress au cerveau qui va nous saboter. Et je dis toujours, commencez à 2000 et une fois que vous avez fait 2000 pendant 2 semaines, allez à 2500 et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à des grandes choses. Trop souvent, on veut aller loin et ça marche pas. T'as tout à fait raison. Je pense que j'avais mis 10 000, dans 10 000 c'est trop. 7 000 ça va, mais je le tiens, mais ça me demande du temps. Et le sport c'est cool, mais c'est surtout le temps. Et en fait, t'as raison, 3 000 ça serait beaucoup plus accessible. Et du coup, boucle vertueuse pour moi et mon suivi. Mais toi, quand je vais marcher, je profite de faire des téléphones que j'ai à faire aussi, parfois, tu vois. Un podcast, j'écoute des choses, enfin, voilà, c'est pas forcément du temps de perdu, mais simplement, je vois que moi, qui suis beaucoup derrière mon bureau, mon ordinateur, que je suis aussi plus efficace en faisant 2-3 sorties par jour, coupant, c'est bon, parce que je suis capable de me mettre à 9 heures dans l'ordinateur, c'est comme un 2 heures de soir, je suis capable de ça. Mais à un moment donné, je procrastine, à un moment donné, j'ai plus d'énergie, c'est plus efficace et c'est pas bon pour moi non plus. Ah, t'as tout à fait raison. Alors, je reprends vos questions. Alors, il avait adoré notre cher David. Là, maintenant, il me manque pas d'argent. J'ai de l'argent. J'adore, merci. J'en suis au 33e jour du défi des 100 jours. J'adore, merci. Merci, Elena. Intéressant l'exemple de la honte. J'ai eu besoin d'être hébergé par mes parents le temps de trouver un logement une semaine. J'étais OK d'avoir besoin d'aide, mais c'est mon père qui me disait qu'il aurait honte plus à mon âge d'avoir besoin de ses parents. Et tu vois, et l'exemple de Lilou Massé, on a perdu notre job le même mois les deux, en avril 2009, et on se connaissait pas à l'époque, bien sûr. Et elle, à un moment donné, a dû revenir chez sa mère. Elle est plus un sou, plus un rond. Elle sait, c'était la honte. J'étais parti de là. C'est bien le dernier endroit où j'ai envie de revenir. Mais, à un moment donné, encore une fois, c'est de l'écho et tout. Et elle a pris le temps. Ça lui a dû quelques mois pour se reconstruire. Elle a parti après faire son voyage aux États-Unis. Elle a interviewé plein de grandes personnes. Son projet a pris de l'ampleur. Mais, voilà, elle a eu cette solution-là. Et quelle chance dans cette solution-là. Ça et dormir dans la rue, je crois que personne n'est. Et tout à fait. Et moi, j'aime bien aussi quand on dit ce que dit Natacha Calais-Trébé aussi de tout est énergie et information. Tout ça, c'est une information. Je demande de l'argent à mes parents, c'est une information. Je rentre chez mes parents, c'est une information. Bon, en fait, voilà, c'était neutre. Je regarde, là, j'ai la honte, j'ai le machin, mais si on regarde ça, est-ce que ça m'aide mieux à dormir, à avoir un toit, et puis de me remettre sur mes bases parce que burn-out, parce que rupture, ce qu'on veut, et que mon entreprise galère un peu, c'est juste pareil. Une information, il y a un truc à trouver pour que ton entreprise démarre et marche et s'envole, le marketing et tout, c'est des données. Ça se trouve. C'est juste une question de temps. Et effectivement, on trouve des solutions pour durer plus longtemps, mais c'est qu'une information. Donc c'est ça, ça me fait du bien, moi, quand je repense souvent à ça. Tout à fait. Au note d'une situation. Marjolaine, quand je propose mes accompagnements, que ce soit avec des tarifs très bas ou plus élevés, les gens ne prennent pas pourtant. Ils sont très partants. Je suis sûr que ça vient de moi, mais de quoi? Alors déjà, la première chose importante et intéressante que tu dis, Marjolaine, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Marjolaine. C'est que les prix soient, quel que soit le niveau de prix, c'est pas ça. Parce que très souvent, les gens disent, je vais mettre des prix plus bas pour avoir plus de clients. La grande majorité des personnes, c'est pas vrai, ça marche pas. D'abord, nous, si vous avez des prix extrêmement élevés, bien plus que la moyenne, ça peut être différent. Mais d'une manière générale, la peur de pas de clients fait qu'on met des prix bas. Mais au fond, on est encore dans la peur. On vibre encore la peur. Et tant que je vibre de la peur, tant que je veux des clients, que je vibre de la peur, ça donne pas envie. Parce que dans l'énergie, pas dans les mots, mais dans l'énergie, on est dans le petit qui va implorer ses clients de bien vouloir venir pour me rassurer, me faire du business, tu vois. Et c'est ça qu'on dégage énergétiquement, même si c'est pas les mots qu'on va utiliser. D'ailleurs, je voyais très souvent ce que je vois, les gens disent ouais, mais maintenant je fais des prix moins chers. Ok, tes prix moins chers sont toujours chers, mais ils sont moins chers. C'est comme pas très sexy pour le client, quoi. Arrêtez de faire des prix chers ou moins chers. Faites des prix qui sont plus ou moins avantageux. Point final. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Tant que vous utilisez le mot cher, vous êtes en train de donner une indication de vous à vous et à votre client. Ouais. Quand quelqu'un me dit que c'est cher, j'écoute, pour moi, ça n'existe pas. Ce ne sont que des perceptions. Cher et bon marché, c'est le fruit du mental humain. Ça n'existe pas dans la nature, si tu veux. Donc, à un moment donné, oui, qu'un prix corresponde pas à quelqu'un, que ça ne lui convienne pas, je suis très à l'aise avec ça. Mais je ne prends pas quelqu'un qui me dit c'est trop cher. Et je vais dire, ah bon, ça m'intéresse. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait dire ça, tu vois, je suis pas en train de le prendre contre moi. Je vais jouer au curieux. Ouais. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils sont en train de dire, c'est, j'ai pas les moyens pour ça. J'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens. Alors, c'est plus facile de dire c'est cher que de dire j'ai pas les moyens, qui parle de soi. Et je peux l'entendre qu'ils sont pas les moyens et je peux être prêt à discuter, peut-être, suivant les situations. Donc, c'est pas là la question. Mais simplement, ne prenez pas ça comme un acquis, comme une vérité. C'est juste la perception de la personne et ce n'est pas la réalité. En fait, puis c'est la perception de la valeur de chacun sur la proposition d'offre, sur la personne qui tient cette proposition d'offre, ce véhicule de transformation, et la douleur brûlante que cette personne vit à ce moment dans le fait d'avoir envie de se transformer.
Moi, j'ai pu vendre une offre à 6 000 euros en 3 jours parce que la personne, elle avait vraiment ce besoin, qu'elle avait rencontré un match avec quelqu'un qui fait du marketing et qui est perché, quoi. Donc, quand tu fais de l'écriture intuitive, bah, t'es content de te dire, bah, avec lui, ça va circuler naturellement. Que d'autres formations, on se dit, bon, bah, est-ce qu'ils vont capter ma spiritualité ou ce que jamais. Donc, c'est une question de rencontre, de valeur perçue. Mais si nous, on est toujours en train de se dévaloriser, bah, on est dans un espace de manque, comme tu dis. Et il y a vraiment cette énergie de, bah, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Donc, que ça soit dans la relation amoureuse et dans la relation pro, ça marche pas du tout. Moi, je vous le dis, j'ai vécu ça. Il y a vraiment ce truc de, bah ouais, on est en chien, on n'est pas bien parce qu'on n'a pas conscience de notre valeur. Alors, peut-être qu'il faut regarder ce qu'on propose, regarder comment l'honorer, comment le mettre, voilà, faire grandir ça et se dire, mais en fait, c'est vrai, j'ai de belles valeurs, j'ai un prix qui me paraît juste aligné à moi. Et c'est OK que des gens me disent c'est trop cher, oui, mais ça leur appartient, c'est plus à moi que j'ai à faire là-dessus. Et puis, peut-être, pas question de marge honnête, pour chacun qui aurait des problématiques, moi, j'aime bien toujours poser la question, quel est le bénéfice caché de cette situation-là? Parce que, je prends un exemple, si je me sens encore pas pleinement légitime, pas pleinement confiance dans ce que je fais, j'ai peur de pas être à la hauteur, eh ben, c'est un joli bénéfice caché de part de clients. Je vais décevoir personne. Ouais. Personne ne pourra juger, critiquer, tu vois. À un moment donné, dans les clients, c'est prendre un risque, effectivement, qu'il y ait des clients qui soient pas contents, etc. Avoir du succès, c'est prendre un risque d'être jugé. Il y a plein de gens qui ne veulent pas de succès parce que dans leur inconscient, ils ont tellement peur des jugements qu'ils peuvent recevoir, des machins, ce qu'on va dire d'eux, et que ils ont toutes les bonnes raisons de ne pas avoir plus de succès qu'ils en ont. Tout à fait. Moi, ce truc, il est venu me taper fort quand j'ai vendu mes 3 offres premium. Il y a eu le côté, genre, maintenant, il faut que j'ai des résultats. Et si j'ai pas de résultats, tu vois. Et il y a le truc, alors, je suis content, dans ma garantie, j'ai mis, on continue, et un cap qui est différent au bout des 3 mois, pour avoir les résultats. Je me laisse une place. Et que c'est OK si moi, tu vois, je donne plus d'énergie ou autre, parce que j'avais besoin aussi de ce truc. Mais ça m'a bougé, ça m'a motivé, et effectivement, ça m'a stressé, mais c'était un truc qui est venu travailler aussi ça. Et on peut avoir peur d'avoir des résultats, donc on préfère ne pas avoir de clients. T'as tout à fait raison. Parce qu'on croit pas assez à ce qu'on propose. Mais c'est en faisant les choses qu'on découvre qu'en fait, on a des solutions qui apparaissent. C'est encore le mouvement, c'est encore l'action. Et si tu veux, c'est important dans les métiers d'accompagnement, en l'occurrence, des services, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une obligation de moyens, c'est de donner le meilleur de moi, c'est d'ouvrir, c'est ce que je propose aux clients. Mais moi, si j'ai un client en face qui n'a pas envie de bouger, je pourrais m'épuiser tout ce que je veux, il se passera rien, tu vois. C'est pas parce qu'il se passe rien, c'est un travail d'équipe à un moment donné. C'est pas juste moi qui porte le fait que les clients aient des résultats, parce qu'il y a des résultats formidables, d'autres pas. Et en même temps, je suis la même personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de se souvenir de ça. Autrement, on porte toute la responsabilité sur soi. Non, laissons la part de responsabilité à notre client aussi et faisons un beau travail d'équipe. Et t'as raison. Et la part de responsabilité vient du fait aussi de s'engager pour le prix. Moi, j'ai vu quand j'ai payé des choses plus élevées, je me suis dit ça me challenge. Donc ça, c'est en fonction de chacun. Eh ben, mon engagement dans la formation était complètement différent. Mon envie de transformation aussi, mon énergie, mon excitation. Et ben, ça change tout. Ça change tout dans ma manière de le faire. Donc, les gens qui viennent à moi, je le vois là, bah, il y a un engagement, il y a une envie et on se bouge. Et c'est pour ça aussi que j'aime ces formules-là. Et je me suis rendu compte aussi une personne parlait de, tu sais, dans les formations en ligne où les personnes ne sont pas accompagnées, c'est des comptes en ligne, tu vois, des vidéos. 10 à 15% grand max finissent le aux États-Unis, j'ai même entendu moins. 5% aux États-Unis, wow. C'est vrai. Moi, j'ai une grosse formation sur Internet, là, que je remets en route tout bientôt. Et c'est vrai qu'on essaie de mettre plein de choses en place pour que les gens créent des binômes, des choses en place pour justement aller au bout, parce qu'on sait que la solitude, c'est le grand problème de ce genre de formation. Tu vois, on passe sur autre chose. On a tout à lâcher, hein. On peut lâcher pour plein de raisons, mais on peut aussi lâcher très souvent quand on voit que ça vient nous bousculer. Et souvent, je dis, quand vous avez envie de lâcher, c'est peut-être justement le moment où vous accrochez, c'est justement le moment où on va à l'endroit où ça fait peut-être mal, ben, c'est à l'endroit où il y aura une vraie transformation. Il y aura un vrai changement. Exactement. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, c'est important de mettre en place, de s'entourer de personnes pour, encore une fois, faire les choses ensemble, parce que on dit ensemble, on va plus loin. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça, bah, justement, je rebondis là-dessus. C'est le côté, moi, j'aime bien. Pour le moment, j'ai pas fait trop de formations en ligne. J'aime bien le côté cohorte. Tu es un groupe. Là, j'ai mon bootcamp qui arrive. D'ailleurs, il y a une autre personne qui a pris la place. Il ne reste plus qu'une des amis. Profitez, c'est jusqu'à 17h la promo. Et c'est trop bien parce qu'on se motive ensemble. Et puis souvent, les personnes apportent des points de vue, des réponses, et ça complète ce que le coach peut apporter. L'accompagnant, je trouve que ça nourrit, tu vois, dans le groupe, l'énergie du groupe. J'adore ça. Donc, je crois que j'ai plus envie de jouer avec ça moi aujourd'hui. Et toi, tu as une proposition comme ça, justement, je me suis inscrit pour t'as 5 jours de coaching. Tu peux nous en parler? Oui, bien volontiers. Donc, si tu veux, alors, c'est tout à fait transparent, hein. Donc, je relance, moi, je travaille aussi en cohorte, hein. Je prends une cohorte par année, si tu veux, pour la campagne sur 10 mois. Et, donc, c'est mon lancement et ma formation Amis avec l'argent, qui s'appelle, qui est vraiment, maintenant, spécifiquement pour, indépendants, entrepreneurs, solopreneurs ou ceux qui sont prêts à faire le saut. Et, parce que, comme je disais, il y a des spécificités pour ce public-là et que j'ai envie d'accompagner.
Et si tu veux, dans ce cadre-là, on a plusieurs moyens, hein, c'est que les gens s'inscrivent ou à un moment donné se dire, tu peux te donner envie en proposant des choses gratuites et puis les gens, déjà, ils vont faire un bout de chemin et peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin. Et aussi, c'est aussi une manière de se faire connaître, une manière de dire, voilà, j'ai mon énergie convient à certains, ne convient pas du tout à d'autres, c'est humain. Donc, à un moment donné, ça permet de dire, je sais, je mets les pieds. Puis cette année, on a décidé d'innover, d'aller un peu plus loin. Effectivement, on a dit, on va faire 5 webinaires gratuits. Où je vais amener différents thèmes et puis un 5e question-réponse, je ferai même un peu de coaching en direct, etc. On commence, je crois, mercredi de la semaine prochaine jusqu'au mardi de la semaine d'après de mémoire. Hein. Et voilà, donc c'est vrai que tu sais, il y a une partie de soi quand on fait ça qui dit toujours, ah mais t'es fou, tu donnes tout ça gratuit, les gens ils en auront assez, ils ne voudront jamais venir acheter ton truc. C'est encore des peurs. Parce que j'ai 70 vidéos, je fais 20 heures de coaching en direct. Enfin, c'est tellement plus que ce que je fais là, mais en même temps, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Moi, mon désir le plus profond, c'est que les gens soient en paix avec l'argent. C'est ça, et qu'ils puissent œuvrer et faire ce qu'ils aiment. C'est ça, mon désir le plus profond. Et si je gagne de l'argent en faisant ça, c'est génial, quoi. Mais à un moment donné, tu vois, si je reste encore avec ça, je vais me limiter, je vais donner comme ça, et sinon, il faut arrêter de déconner, quoi. Et à un moment donné, cette société, on va la changer. Si on ouvre son cœur, si on est généreux, c'est pas si on commence à calculer, quoi. Le calcul, ça nous restreint. Et Dieu sait si un mois, il y a un calculateur qui existe et j'étais très fort avec ça. Je le connais très bien aussi, ce calculateur, et c'est encore un espace de manque. C'est comme si ma valeur, elle était limitée, genre à un live, tu vois. Genre, là, moi, vous voyez bien. Là, les questions, c'est passionnant. Christian, il est hyper inspirant. Ce qu'on va voir pendant 5 jours dans le groupe Facebook et tout, ça va être super. Mais c'est toujours que le haut. Et derrière, il y a tellement plus d'ampleur. Moi, je vois bien tout ce qu'il y a en moi. Mais ça se limite pas même à un accompagnement de 3 mois. Il y a tellement de nouvelles choses et des compréhensions et puis des choses à faire circuler. Puis les gens bougent aussi. Que évidemment, ça se limite pas juste à ça. Et également, si moi je veux que les gens se développent, lancent leur activité en ligne et tout, des fois j'ai aidé des personnes en coaching go faire et tout, elles ont eu des déclics, elles ont fait des choses, mais toutes seules, et tant mieux. Si c'est juste leur énergie, elles avaient besoin d'un petit pichenette plutôt qu'un vrai accompagnement soutenant, tant mieux, parce que c'est des personnes qui sont super contentes, quoi, et qui avancent, parce que notre but c'est ça, c'est grâce à moi qu'elle a changé, puis j'ai eu de l'argent et tout. Non, on est là pour émettre, d'où la création de contenu aussi. Voilà, tout à fait. En plus, à peu près tout, j'ai presque tout de mon livre aussi. Donc, moi, j'ai dit, ce livre-là, j'aime qu'il soit beaucoup. Après, une fois, certains préfèrent être accompagnés et tout. Il y a de la place pour tout le monde à tous les endroits, ça qui est bien. Exactement, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on a quelques questions pour terminer? Alors, par exemple, en parlant de loyauté familiale, j'ai 5 frères et sœurs qui sont en situation financière libre et très confortable, et moi qui galère. Alors, je serais pas surpris que la personne qui dit ça était un peu le mouton noir de la famille. Mon ami Martine qui est là. Et puis, à un moment donné, si tu veux, pourquoi? Parce que j'ai vu un magnifique texte, mais je l'ai pas sous les yeux malheureusement, qui dit à quel point dans chaque famille, il y a une personne qui est en train de montrer une nouvelle voie, tu vois, qui est en train de montrer un nouveau chemin. Et jamais c'est clair, c'est pas que c'est mieux, que c'est moins bien, c'est juste qu'on se sent appelé à ça. Et très probablement que cette personne-là, peut-être que le modèle peut-être familial des autres ne lui convient pas vraiment. Elle a envie d'autre chose. Et souvent, cette autre chose, je veux pas forcément le ressembler. Et souvent, quand on veut pas le ressembler, on va pas le ressembler au niveau financier aussi. Et alors que on pourrait s'autoriser à gagner beaucoup d'argent en mettant beaucoup de valeur d'éthique. Je suis pas en train de dire que ses frères et sœurs font pas des choses comme il faut. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, tu vois, soit on était perçu comme une forme de mouton noir et puis c'est une sorte d'étiquette dans laquelle on s'accroche, ou on veut entrer dans un nouveau modèle et puis on pense que ce nouveau modèle, on doit mettre autre chose et on met l'argent à distance parce que on pense que tant qu'on pense que l'argent cause des problèmes dans le monde, l'argent crée de l'injustice, l'argent c'est le problème. Tant qu'on pense ce genre de choses-là, on va forcément avoir une relation à l'argent qui est compliquée et difficulté à tirer de l'argent. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là peut-être pour cette personne, mais c'est mieux que moi. C'est ça, effectivement, dans ce souci des fois que l'ego puisse s'accrocher le personnage, le fait, comme ça me met en différence des autres. Je suis pas comme eux, ça me valide, je vais pas faire comme tout le monde. Et est-ce que t'es un peu rebelle qu'on peut voir effectivement. Et puis si en plus, tu vois, on fait partie de communauté où on se soutient, on s'entretient, mais qu'on est un peu dans la galère financière, c'est difficile pour ces gens d'oser sortir du lot, même dans leur propre, je dirais peut-être famille de cœur, tu vois, peut-être pas famille de sang. Ouais. D'un coup, dès que je vois à quel point ça peut nous limiter, tu vois, nous on fait pas des choses pour de l'argent, ok. Mais j'aime bien quand même rappeler que si on a une entreprise, si on a un projet professionnel, on fait aussi des choses pour l'argent. Aussi, on fait pas que pour de l'argent, mais aussi
Parce que si je génère pas d'argent d'une manière ou d'une autre, mon projet, il pète, quoi, à un moment donné. Et j'ai envie que mon projet, il dure. Donc, je peux faire les choses avec du cœur, mais aussi mettre de l'argent dans l'équation. C'est ça. Et souvent, si on voit des personnes qui étaient venues comme ça en coaching par rapport au milieu peut-être aussi écologique, ou tu sais, où on veut faire vraiment les choses bien et tout, il y a un côté avec l'argent, ah putain, on veut monter un projet, on veut faire des choses grands, mais il y a ce truc qui vient nous freiner à l'intérieur de nous, on est limité et on n'a pas envie de passer effectivement pour je cours après l'argent, c'est machin, et on y met encore ce côté, c'est pas honorable. C'est ça le capitaliste. Tout à fait. Ça, c'est une des parts que je fais travailler aux personnes là-dedans, il le fait accueillir le capitaliste en eux. Ça grince beaucoup, mais au fond, ça libère aussi, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Et une dernière chose que je rebondissais sur le tout premier truc que tu m'avais partagé, c'est mieux d'être pauvre parce qu'on est honorable. Et j'ai une cliente qui m'a partagé ça, c'est mais moi j'ai du mal avec l'argent parce que j'ai vraiment envie d'être un peu le noble serviteur, tu vois. Il y a ce truc-là. Et que l'argent, ça rentre pas dans cette croyance de je suis pas un noble serviteur si j'ai de l'argent ou si je demande de l'argent, s'il y a de l'argent qui rentre en abondance dans mon activité, quoi. Écoute, en même temps, si cette croyance le convient et qu'elle est heureuse, j'ai envie de dire tant mieux. Et en même temps, je trouve que l'argent est aussi un formidable moyen donner de l'ampleur à des projets, de permettre à des projets d'exister. C'est que le financement participatif, ce qu'on appelle crowdfunding aussi, je trouve que c'est magnifique aussi, je trouve, de dire que mon argent peut servir à ce que des projets existent. Et j'ai la chance d'avoir de l'argent en suffisance aujourd'hui et de pouvoir participer à ce genre de projet. Tu vois, un écolieu, une ferme, quelqu'un qui veut faire du bio, je sais pas quoi, qui dit waouh, mais chaque fois il dit ou une boulangerie bio, je sais pas, waouh, si ce projet existait, le monde serait encore un petit peu meilleur. Donc je peux y contribuer à coût de 10, 20, 30, 50 euros, c'est égal, mais ensemble, tu vois, tout notre argent fait que des gens qui n'ont pas d'argent vont pouvoir créer un projet parce qu'eux, ils ont de l'énergie à revendre, ils ont du cœur, ils ont un savoir-faire, un savoir-être probablement aussi, et simplement, on disait, l'argent peut venir de différents de lieux. Ce qui compte, une fois, c'est que le projet existe. Et c'est pour ça que c'est super aussi que de pouvoir justement utiliser cet argent d'une manière qui a du sens. Tout à fait. On fait une toute dernière question, les amis. Merci, Christian, encore. J'ai une question. J'ai toujours peur qu'on me prenne mon argent, donc je dépense. Oui. C'est une logique implacable. On peut pas me prendre ce que je n'ai pas. Donc, simplement, c'est d'aller voir d'où ça vient. Est-ce que toi-même, tu t'es fait voler ton argent, à un moment donné, t'es fait arnaquer? Dans la famille, il y en a des gens à qui on a pris de l'argent, par exemple, qui se sont fait aussi rouler, arnaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu exactement cette situation-là, pour donner un exemple concret d'une conférence sur moi, 8 ans en arrière à Aix-en-Provence, où la personne me dit, je te dis, est-ce que vous avez un premier souvenir marquant de l'argent? Et la personne me dit, oui, moi j'étais en internat. J'étais ça s'appelle un écureuil, j'ai économisé mes sous, je mettais dans une enveloppe, je cachais ça sur mon tas d'habits, et puis un jour, plus d'enveloppe. Et la personne dit un vrai traumatisme. Donc ce qui est important, c'est pas l'événement, c'est la réaction émotionnelle. Parce que si la personne me dit, je m'en fous, mes parents me donneront l'argent, zéro impact, tu vois. La personne dit un traumatisme, donc un truc émotionnel très fort. Et elle dit, elle était amusante, on parle 30 ans après, qu'elle est là, 30 ans après cet événement-là, elle est psychologue, la personne me dit, moi, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. C'est depuis ce jour-là, et j'ai aujourd'hui, toujours. Tu vois? Donc, l'événement était tellement marquant que dans son esprit, on pourra plus jamais me piquer mon argent puisque je n'aurai pas d'argent à piquer. Donc, je le dépense, mais je le dépense n'importe comment parce qu'à un moment donné, tu vois, il faut que je me débarrasse de mon argent pour ne pas revivre la chose. Donc, c'est là où c'est fascinant. Alors, quand on voit que ça vient aussi clairement de ça, c'est assez facile d'en sortir. Parce qu'effectivement, l'événement est clair qu'on peut passer vite à autre chose. Ok. Non, jamais, mais j'ai peur qu'on me prenne tout et cela se voit vraiment sur le plan financier. Oui, mais ça peut venir, ouais. Peut-être la généalogie, aller voir peut-être qu'il y a eu des choses. Ça va, ouais. En mode constellation familiale ou aller voir aussi en soins cachés. Des histoires, et parfois, c'est important de voir que notre peur n'est pas la nôtre, c'est une peur qui ne nous appartient pas, une peur qu'on a comme hérité d'un parent qui lui-même avait très peur aussi. Tout à fait. Mais ça ouvre le champ et tu pourras plonger dedans. Merci beaucoup. Christian, je te propose de tirer une question des cartes pour terminer. Voir ce que elles ont à te poser comme question. Et puis tu auras le mot de la fin comme ça. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Alors, qu'est-ce qui me permet de me sentir complet? C'est à l'envers les amis, mais qu'est-ce qui me permet de me sentir complet? Où est-ce qui me permet de me sentir complet? C'est justement d'accueillir des parties de moi que j'ai rejetées jusqu'à présent.
C'est-à-dire que moi, j'utilise, si tu veux, quand j'ai des jugements sur les autres et des choses comme ça, je me dis, cette personne est en train d'être un miroir pour moi-même. Elle est en train de montrer une partie de moi que je n'ai pas accueillie. Donc, plutôt que de juger la personne, moi, je dis, OK, si je gardais le cadeau qu'il y a derrière et quelle partie de moi elle est en train de révéler et comment je peux accueillir cette partie de moi. Et là, je me sens un peu plus complet et et surtout, en accueillant cette partie de moi, je me sens moins de réaction vis-à-vis de l'autre, le même comportement, parce que je sais que je suis aussi comme ça et tellement plus que ça, en quelque sorte. Génial. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Christian. C'était un très chouette échange. Je vous invite à suivre évidemment ce qu'il fait, de vous inscrire au groupe Facebook offert. D'ailleurs, super stratégie marketing, je trouve trop bien. 5, on est nourri, il y a plein de choses, il y a plein de gens dans le groupe, il y a une belle énergie, puis il y a un petit pourcentage qui va plus loin. Mais c'est trop bien de faire ça. Je trouve ça super intéressant et donc bravo. Et comment tu repars? Toute dernière question de cet échange. Alors, moi, je repars plein d'énergie parce que tu vois, quand d'être interviewé, j'ai la chance ça m'arrive assez souvent. Voilà, c'est spécial parce que tu me demandais que ça se fasse à midi. Mais souvent les interviews, c'est des enregistrements, je le demande à 16h ou à 17h. Je les fais quand j'ai moins d'énergie. Ok. Au moment où je suis interviewé, mon énergie repart au quart de tour. Et je repars toujours plein d'énergie dans l'interview parce que pour moi, c'est très vivant. J'adore le vivant, j'adore parler de l'être humain. Et l'argent est un merveilleux prétexte pour parler de l'être humain. Tout à fait. Merci. Et j'ai été en échange avec Laura Notani tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée du live où ça canalise, ça sort. Il y a un moment présent, on peut pas prévoir ce qui vient. C'est un peu inconfortable parce qu'il n'y a pas de filet. Quand on fait un podcast, une interview, on peut monter, couper et tout. Mais là, j'adore. Et donc, autorisez-vous à faire ça parce que moi, je fais des super moments et je remonte en énorme énergie. C'est ça. Et c'est vraiment aller dans le flow, quoi. Des fois, on me dit, tu veux que je t'envoie les questions? Je dis, mais non, je veux pas savoir les questions, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien qu'on aille dans le flow, voilà. Et chaque interview sera magique, effectivement. Super. Christian est une merveille. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup. À bientôt et au replay, mettez des commentaires et tout ça. Merci. Ciao. Ciao.